Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans des documents assez fascinants sur Shimura. C'est un quartier d'Itabashi, à Tokyo. Mhm. Bon, c'est clair, c'est moins connu que Shinjuku ou Asakusa, mais Shimura, ça cache une histoire assez riche et des charmes plutôt discrets, en fait. Ah oui, tout à fait. Et les sources qu'on a, des extraits d'articles, des notes de musées du coin, même des guides de trésors cachés, tout ça, ça nous invite à découvrir les différentes couches de ce quartier. C'est ça. De ses origines au Moyen Âge jusqu'à ses recoins plus actuels, quoi. C'est une invitation à gratter un peu sous la surface. Et notre but aujourd'hui, c'est ça. Dénicher un peu les histoires les plus intéressantes, les pépites pour les voyageurs curieux qui veulent sortir des sentiers battus. Allez, on y va, on décortique ça. Allons-y. Bon, commençons par les racines. Le nom Shimura, ça nous ramène au Moyen-Âge, c'est ça? Au clan Shimura. Oui, lié au clan Shimura, une branche des Toshima qui était puissant dans la région, les plaines de Musashi. Ils y ont même construit un château. Ah oui, le château de Shimura. C'est ça. Et son emplacement, c'était pas choisi au hasard. Sur une falaise qui domine la plaine de la rivière Arakawa. Logique. Oui, là où on trouve Shimura Doshomek aujourd'hui. C'était clairement un point stratégique. On parle aussi d'un nom plus ancien, Shinomura. Peut-être un lien avec le bambou sasa, mais bon, c'est moins sûr. Et ce château, il avait son sanctuaire gardien, si j'ai bien compris. Le sanctuaire Shimura Kumano. Exactement. Fondé, d'après les chroniques locales, en 1042, par un certain Shimura Shogen. Il aurait fait venir une divinité de Kishu Kumano, donc de très loin. Mhm. Et il y a cette légende assez tenace qui dit que Minamoto no Yoshii, un guerrier très célèbre, Ah oui. y aurait prié avant une grande campagne militaire dans le nord à Oshu. Bon, ça ancre le lieu dans la grande histoire, quoi. C'est intéressant. Mais il y a aussi d'autres versions sur l'origine du clan, non? Oui, il y a une source alternative qui lie l'origine à un certain Shimura Matazaemon. Lui, c'était un vassal du clan Takeda pendant la période Sengoku, les guerres civiles. D'accord. Ça montre bien que les récits historiques, c'est parfois complexe. Il y a plusieurs fils. Et puis, il y a cette histoire incroyable, presque légendaire, du Ichiyazuka, le tertre d'une nuit. Ça sonne fou, non? Ah oui, ça c'est une histoire assez dingue. Et ça illustre parfaitement comment l'histoire et la légende peuvent s'entremêler. Racontez-nous ça. Alors, contexte. Le château tombe en 1524. C'est pris par le clan Hojo, lors d'un conflit avec le clan Shiba. Ok. Et la légende, qu'on trouve dans des vieux guides comme le Shinpen Musashi Fudokiko ou le Edome Shozue, elle raconte que les Hojo, pour bombarder le château, auraient construit une énorme butte de terre. Oui, En une seule nuit. une nuit, carrément. C'est spectaculaire. Mais attendez, le Edome Shozue, il parle même de canon en 1524. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les sources historiques, elles, sont claires. Les premières armes à feu, les arquebuses, Oui. elles sont introduites au Japon par les Portugais en 1543. Ah, donc 19 ans après la bataille de Shimura. Exactement. Donc l'histoire des canons pour prendre le château en 1524, C'est impossible. c'est très probablement un ajout postérieur. Une invention peut-être pour dramatiser la prise du château ou pour vanter la puissance des Hojo, qui sait. D'accord. L'idée du terrassement rapide, bon, pourquoi pas, mais les canons, c'est clairement anachronique. C'est un exemple parfait de comment une légende évolue, s'embellit. Et ce fameux tertre, alors, il existe encore? On peut le voir? Ah, malheureusement, non. Il a été arasé en 1916. Ah oui, quand même. Oui, au début du XXe siècle. Et l'emplacement présumé, à Maenosho 5 Chaumes, c'est devenu, tenez-vous bien, un terrain de baseball. Un terrain de baseball. L'ironie. C'est ça, d'un champ de bataille à un terrain de jeu. Mais est-ce qu'il reste une petite trace, un écho de cette histoire? Un petit quelque chose? Oui, un vestige, très discret, mais significatif. Sur ce tertre, il y avait un petit sanctuaire, le sanctuaire Sampo. Hmm. Quand ils ont rasé le tertre, eh bien une stèle en pierre de ce sanctuaire a été sauvée. Elle a été déplacée pas très loin, au sanctuaire Nishikumano. D'accord. Donc cette pierre, c'est le lien physique, la petite pépite cachée qui nous relie encore à cette légende du tertre d'une nuit. Fascinant. Bon, changeons d'époque, on avance jusqu'à la période Edo. Tokyo s'appelle Edo, les Tokugawa sont au pouvoir, et Shimura se trouve sur une route majeure. Oui, la Nakasando, une des 5 grandes routes, qui partait d'Edo pour relier la capitale aux provinces. Et il reste un témoin important de cette époque. Oui,
Le Shimura Ichirizuka. Ichirizuka. Ichiri, c'est une ancienne mesure de distance, c'est ça? Exactement. Environ 4 kilomètres. C'est exactement ça. Ces tertres, les Ichirizuka, ils ont été construits sur ordre de Tokugawa Ieyasu tout au début du XVIIe siècle, en 1604, D'accord. pour marquer chaque Irizuka, depuis le point zéro à Nihonbashi à Edo. Celui de Shimura, c'était le troisième en partant d'Edo. C'était des repères hyper importants pour les voyageurs et aussi des aires de repos. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, celui de Shimura, pour qu'on en parle? Ben, c'est sa conservation qui est remarquable. C'est une des très très rares paires d'Ichirizuka. Ah, une paire, hein, de chaque côté de la route. Voilà, exactement. Un tertre de chaque côté de l'ancienne route. Et ils sont encore là, à leur emplacement d'origine, sur toute la Nakasendo. La plupart ont disparu avec l'urbanisation, forcément. Incroyable. Donc c'est classé site historique national. Et le contraste aujourd'hui est saisissant, hein. Vous avez ces vieux tertres juste à côté de la station de métro moderne Shimura-Sakaue. L'ancien et le nouveau, côte à côte. Et est-ce qu'il y a des choses associées, des traditions peut-être? Alors, oui, les anciens du quartier racontent qu'il y avait une maison de thé juste à côté des ruines. Et puis, chaque automne, il y a le Ichirizuka Matsuri. Un festival. Oui, la communauté locale essaye de recréer un peu l'ambiance de la Nakasendo à l'époque d'Edo. C'est une façon vivante de connecter le passé et le présent, au-delà des simples pierres. Chouette idée. Restons à l'époque Edo. Il y a aussi une anecdote avec un shogun et une source d'eau. Oui, une histoire sympa avec le 8e shogun, Tokugawa Yoshimune, Ah, Yoshimune. lui-même. En 1718, il était en partie de chasse aux faucons dans le coin et il s'est arrêté pour se reposer au temple d'Aizenji. D'accord. Et là? Il a goûté l'eau d'une source qui se trouvait dans l'enceinte du temple et apparemment il l'a trouvée tellement pure, tellement bonne qu'il a donné un nom spécial à la divinité principale du temple, un Bouddha guérisseur. Ah oui, Lequel? Shimizu Yakushi. Shimizu, ça veut dire eau claire. Donc, le Bouddha guérisseur de l'eau claire. Joli nom. Et cette source, elle était près d'un passage connu? Oui, elle était au pied d'une pente, la Shimizu-zaka, la pente de l'eau claire. Logique. C'était une montée assez raide sur la Nakasendo, mais on dit qu'à l'époque, elle offrait une vue magnifique sur le mont Fuji. Ah, sympa. Mais surtout, en bas de cette pente, il y avait une aire de repos un peu informelle, une Tashiba Chaya, qui s'appelait Ainoshuk. C'était super important quand la rivière Toda, un peu plus loin, était en crue. Ah oui, pourquoi? Quand la rivière était trop haute, le bac, le ferry, ne pouvait pas traverser. Du coup, les voyageurs étaient bloqués. Et ils devaient attendre ici, à Ainoshuk. Donc la source et l'aire de repos, c'était vital pour eux. On peut encore voir quelque chose aujourd'hui? Le site de la source, oui. Yakushi no Izumi, ça existe toujours au temple d'Adianji. Bon, la vue sur le Fuji, faut pas rêver, elle a disparu avec les immeubles. Dommage. Mais le lieu garde cette mémoire, hein. L'anecdote du shogun, l'importance de l'eau. C'est un petit voyage dans le temps, quoi. Et près de cette même pente, il y a d'autres pierres anciennes, j'ai lu ça? Oui, à un carrefour important, à Shimura de 7, on trouve un groupe de stèles Koshin et aussi un marqueur de route qui indique la direction pour les pèlerinages vers le mont Fuji et le mont Oyama. Koshin. C'est quoi ça, Koshin? Alors, Koshin, c'est une croyance populaire assez ancienne qui vient du taoïsme en fait. L'idée, un peu complexe, c'est qu'on aurait des sortes d'espions dans notre corps, les sanshi. Des espions. Oui, qui profiteraient de notre sommeil, certaines nuits précises du calendrier, les nuits Koshin, pour aller rapporter nos mauvaises actions à une divinité dans le ciel. Et ça pouvait raccourcir notre vie. Ah d'accord. Du coup, pour éviter ça, il fallait rester éveillé. Exactement. Les gens se regroupaient, ils formaient des koshinko, des sortes de confréries, et ils passaient toute la nuit ensemble, sans dormir. Ils priaient, ils mangeaient, ils discutaient. Ah, c'est malin. C'était à la fois une pratique religieuse pour rester en bonne santé et vivre longtemps, et puis c'était aussi un moment social super important pour renforcer les liens dans le village ou le quartier. Et ces stèles, elles commémorent ces veillées collectives. Et le fait qu'elle soit à ce carrefour précis, ça a une double importance. Tout à fait. Non seulement elles étaient sur la grande route Nakasendo, mais c'était aussi le point où les pèlerins bifurquaient Ah oui. pour aller vers deux montagnes sacrées très populaires à l'époque. Le mont Fuji, bien sûr, et le mont Oyama, dans la préfecture de Kanagawa. Donc ces pierres, elles servaient à la fois de lieu de culte lié au Koshin et de guide pour les voyageurs. C'est un vrai carrefour de vie et de croyances. Passionnant. Revenons un instant au sanctuaire Shiroyama Kumano, celui qui était lié au château médiéval.
Oui, et son lien est même plus direct que ça. Il est construit pile sur l'emplacement de ce qui était le cœur du château de Shimura, le Honmaru, la cour principale. Ah, carrément! Oui, le château lui-même, bon, il a disparu, hein, il y a des immeubles maintenant, mais le sanctuaire, c'est vraiment le lien physique le plus tangible qu'on ait avec cette sorteresse du Moyen Âge. Donc, quand on se promène dans l'enceinte du sanctuaire, on marche littéralement sur les ruines du pouvoir des anciens seigneurs Shimura. C'est exactement ça. Et le sanctuaire lui-même, il a gardé des traces de cette longue histoire. Bon, il y a une stèle, bien sûr, qui marque officiellement les ruines du château, Mhm. mais on y trouve aussi, par exemple, un portail torii, qui date du XVIIe siècle, ou des statues de gardiens, les Komainu, qui datent de 1855, et on dit même qu'il abrite les plus anciennes tablettes votives, les ema, de tout l'arrondissement d'Itabashi. Ah oui. Le sanctuaire est vraiment devenu le gardien de la mémoire du château, en quelque sorte. Bon, sortons un peu des sites purement historiques. Est-ce que Shimura a aussi des charmes plus quotidiens, des trésors un peu plus contemporains? Vous parliez d'une rue commerçante. Oui, la rue commerçante Shimura Ginza. Alors attention, le nom Ginza. Oui, ça fait penser au luxe. Voilà. Mais là, on est très très loin du Ginza du centre de Tokyo. Ici, c'est l'ambiance Shitamachi. Shitamachi, c'est-à-dire... C'est l'ambiance du vieux Tokyo, le Tokyo populaire, traditionnel, chaleureux. D'accord. Qu'est-ce qui fait son charme alors, cette rue? C'est une rue qui s'est formée après la guerre, et elle a gardé ce côté un peu nostalgique. Des petites boutiques, des prix corrects, des commerçants qui connaissent leurs clients. C'est vraiment le cœur de la vie locale, quoi. Loin de l'anonymat des grands centres commerciaux. Et on y trouve des trucs sympas, des adresses spécifiques, des pépites? Alors, les sources qu'on a, elles parlent par exemple d'une vieille boutique de dingo. Ah, les brochettes de riz gluant. C'est ça, qui existerait depuis les années 50 et qui utiliserait encore les méthodes traditionnelles. La propriétaire raconterait même des histoires du quartier. Génial! On parle aussi d'une petite salle d'arcade rétro, un peu cachée, avec des vieux jeux des années 80. Ce genre de petite découverte, quoi. Ça donne envie. Et pour une expérience locale le soir. Apparemment, le vendredi soir, il y a quelques yataïs. Des stands de nourriture? Oui, des stands ambulants qui s'installent discrètement. On y trouverait de l'oden, le pot-au-feu japonais, ou des yakitori, les brochettes grillées. C'est décrit comme un petit repère sympa pour les habitants après le boulot. Pour s'immerger dans la vie de quartier, c'est parfait. Nos documents mentionnent aussi un passé industriel et même un lien un peu inattendu avec le manga. C'est juste. Itabashi, l'arrondissement en général, a une longue histoire industrielle, surtout dans l'imprimerie. Ah, d'accord. Et Shimura en a hérité. Alors, un trésor caché de ce côté-là, ça pourrait être un atelier d'impression typo, à l'ancienne. Paraît qu'on peut même essayer de manipuler les caractères en plomb. Ah, ça c'est chouette. Il y aurait aussi des balades nocturnes, organisées par des assos locales pour voir les usines illuminées la nuit. C'est une esthétique un peu particulière, mais intéressante. Et les mangas, alors? C'est pas le premier quartier qui vient à l'esprit pour ça. Non, c'est sûr, c'est plutôt le quartier voisin de Nerima qui est connu pour ça, le berceau de grands mangaka. Mhm. Mais l'influence d'auteurs comme Fujio Akatsuka, qui a fait des mangas comiques très populaires, Oui. son influence serait un peu débordée sur Shimura. Alors là, les trésors sont plus subtils. Il s'agirait de trouver des rues, des coins, des scènes urbaines qui rappellent un peu les décors de ces mangas. Une sorte de chasse au trésor visuel. C'est un peu ça. Il existerait même une sorte de carte d'exploration faite par des fans locaux. Faut la trouver, quoi. Et il y aurait aussi un laboratoire de manga un peu underground, mais sur rendez-vous. Intriguant. Et pour finir, le quartier a un lien avec la nature autour. La rivière Arakawa, par exemple? Alors Shimura n'est pas pile sur les berges de la grande rivière Arakawa, mais elle est dans son bassin versant, proche. Et il semblait avoir un esprit communautaire assez actif pour améliorer l'environnement local. Ah oui. Comment? On trouve par exemple des petits sentiers un peu cachés qui mènent à la grande piste cyclable qui longe l'Arakawa, qui est très populaire. Il y a aussi des projets d'art local comme des fresques murales ou même des petits points d'observation de la nature créés par les habitants près des petits cours d'eau. C'est sympa, ça montre un attachement au lieu. Oui, c'est ça. Un signe que les habitants se soucient de leur cadre de vie. Bon, si après tout ça, on a envie d'aller faire un tour à Shimura,
Quelques infos pratiques peut-être? Ah oui, c'est très facile d'accès en fait. Il y a la ligne de métro Toemita qui dessert bien le quartier, les stations Shimura-San Somé ou Shimura-Sakawi. Et c'est loin du centre. Non, pas du tout. Depuis Ikebukuro, par exemple, un grand hub, c'est 10-15 minutes de métro. C'est rapide. Et pour le meilleur moment pour y aller? Ben, ça dépend un peu de ce qu'on cherche. Une journée en semaine, c'est bien pour le calme, l'ambiance locale tranquille. Mhm. Le vendredi soir, si on veut voir l'animation des yatai dans la rue commerçante. Et puis, l'automne, c'est souvent une bonne saison au Japon pour le climat. Et il y a peut-être des festivals comme celui de l'Ishirizuka. Et un petit conseil pour bien se comporter sur place, l'étiquette. Bon, rien de sorcier, mais Shimura, c'est avant tout un quartier résidentiel, hein. Donc, respecter le calme, c'est important, surtout si on sort un peu des rues principales. D'accord. Un simple konnichiwa, un bonjour, ça fait toujours plaisir aux commerçants ou aux gens qu'on croise. Et puis, la base, quoi. Demander la permission avant de photographier les vitrines de près ou les personnes. La courtoisie habituelle. Parfait. Alors, au final, après ce parcours, qu'est-ce qu'on retient de Shimura? Clairement, c'est pas juste une banlieue résidentielle de plus à Tokyo. Non, loin de là. C'est un endroit où différentes couches d'histoire, les samouraïs, les pèlerins d'Edo, les habitants d'aujourd'hui, elles coexistent, mais de manière assez discrète. C'est ça. Et tous ces éléments qu'on a appelés des pépites cachées, une vieille stèle, ces tertres Ishirizuka, le site d'une source, une ruelle animée, en fait, ce sont des points de contact. Mhm. Ils rendent ce passé un peu tangible. Il affleure sous la surface du présent, souvent sans qu'on y fasse vraiment attention. Et ça nous amène à une réflexion peut-être. Comment un quartier comme Shimura, qui est quand même dans une mégapole en transformation constante, comment il réussit à garder ces fragments d'histoire, ces récits un peu cachés? Oui, c'est une bonne question. Et par extension, combien d'autres endroits, peut-être juste à côté de chez nous, finalement, cachent des histoires similaires? Des histoires qui attendent juste qu'on prenne le temps de regarder, d'écouter un peu différemment. C'est une belle question pour finir, oui. Ça invite à l'exploration, même au coin de sa rue.